J'ai publié il y a quelques années un livre sur l'ornement d'architecture en série, et c'est un peu de ce livre dont je vous parlerai ce soir, à la lumière néanmoins des travaux que j'ai pu mener depuis, en particulier sur les matériaux d'imitation, le thème du factice à la fin du XVIIIe siècle. Au départ, c'est un paradoxe qui a éveillé mon attention. J'étais donc originaire de Toulouse, une ville du Midi de la France, très largement construite en briques, et j'avais sous les yeux, le long des rues que je parcourais, une grande quantité d'ornements d'architecture qui étaient moulés en argile, datant des années 1820-1850, et je dois le dire, j'étais intriguée par la nature de ces décors qui ne semblaient appartenir ni tout à fait au monde artisanal, ni tout à fait au monde industriel, ni tout à fait au monde savant, ni tout à fait au monde populaire, et je me demandais en quoi ils étaient nouveaux. Ces ornements moulés en série était d'autant plus intéressant à observer qu'il n'était pas spécifique finalement au sud de la France. Ailleurs, d'autres matériaux économiques moulés ou produits à partir grâce à des machines à découper, à profiler, à emboutir, étaient utilisés au même moment. Alors en carton-pierre, en mastic, en fonte, en ciment, et je ne cite que les matières les plus connues. Il s'agissait donc d'un phénomène de grande ampleur. Je vous montre ici des ornements qui sont obtenus par l'utilisation de machines à découper le bois. Ici, vous voyez des ornements qui sont obtenus par le moulage de la fonte, sous forme donc de balcon. Et puis, le même genre d'ornement, toujours obtenu par le moulage de la fonte, sous forme de lambrequin. Plusieurs textes contemporains au développement de ces ornements donc pointaient le bouleversement qu'ils apportaient. On pouvait lire en 1841 dans l'une des principales revues d'architecture de l'époque, qui s'appelait la Revue générale de l'architecture de César Daly. On pouvait lire donc les maisons qui viennent d'être édifiées, donc on est à Toulouse, sont aussi hautes que nos maisons de Paris, mais beaucoup plus ornées au moyen de l'application de moulage en terre cuite. Vous y retrouveriez les fameuses cariatides de Jean Goujon, servant de support aux chambranles des fenêtres. Ailleurs, les sculptures les plus vantées de Bachelier, l'élève de Michel-Ange, les constructions privées sont, sous le rapport de l'ornementation, bien supérieures aux constructions publiques. Les constructions privées sont, sous le rapport de l'ornementation, bien supérieures aux constructions publiques. La remarque mérite qu'on s'y arrête. Selon ce visiteur, donc, les maisons de Toulouse étaient ainsi en 1840, d'une part plus décorées que celles de Paris, une ville qui était pourtant plus grande, plus riche, et de l'autre plus décorées que les édifices publics, c'est-à-dire plus décorés que le palais de justice qui venait d'être construit dans cette ville ou que la bourse. Je vous montre ici les cariatides qui sont évoquées par cet archéologue qui signe l'article, cariatides qui sont imitées de la tribune du Louvre sculptée au XVIe siècle par Jean Goujon. Il s'agit de cariatides en terre cuite blanche. La terre cuite blanche est maîtrisée techniquement dans le Midi autour de 1835-1840. Un monde à l'envers en quelque sorte, car à Toulouse, comme dans la plupart des villes françaises, les maisons des particuliers, je ne parle pas des riches hôtels de la ville, mais des immeubles courants, étaient jusque-là évidemment beaucoup moins ornés que les édifices publics. Le degré d'ornementation était d'ailleurs ce qui permettait en partie de distinguer les monuments des édifices courants. On a du mal aujourd'hui à imaginer ce que ces façades représentaient pour les contemporains. Elles étaient étonnantes, provocantes, et faisaient même rêver certains. C'est ainsi qu'un journaliste écrivait dans le journal de Toulouse de 1838
La ville de Toulouse a sous la main les moyens de se donner un aspect unique dans le monde, l'aspect d'une ville monumentale, c'est moi qui souligne, dont les moindres maisons seront travaillées à l'intérieur et à l'extérieur, comme ailleurs les temples et les palais. Il imaginait que finalement la reproduction mécanique allait permettre de construire une ville monumentale qui serait composée de maisons pareilles à des palais et à des temples. Et d'ailleurs, il ajoutait avec le même enthousiasme, il n'en coûtera pas beaucoup plus pour construire avec le luxe le plus inouï qu'avec la plus mesquine simplicité, et rien n'aura encore manifesté avec plus d'éclat le caractère éminemment popularisateur de notre siècle et de notre civilisation. Et dans les colonnes donc, du même journal, on pouvait lire encore ce propos qui va dans le même sens. L'art ne doit plus désormais demeurer sur les étagères et dans les vestibules des quelques palais. Sa mission est beaucoup plus étendue. Il doit descendre de ces régions dans la place publique au milieu d'un peuple spirituel qui a surtout la réputation d'avoir les sens aussi déliés que celui d'Athènes. Vous reconnaîtrez les hommes du Midi. Alors, comme on le voit, le bouleversement était d'ordre formel, au fond construire une ville essentiellement en fait d'édifices monumentaux, mais il était aussi social, populariser l'ornement, démocratiser l'art, un grand programme. Pour comprendre la nature de ce bouleversement, il faut rappeler qu'en France, dans la tradition classique, ce que l'on appelait la convenance voulait en principe que chaque demeure soit adaptée au rang social des habitants. C'est ce qui faisait écrire au théoricien de l'architecture, au célèbre théoricien de l'architecture Marc-Antoine Laugier, le plus sérieusement du monde. En 1753, il faut que les pauvres soient logés en pauvres. Et quelques années après, Claude-Nicolas Ledoux, l'architecte de la Saline d'Arc et Senan, affirmait toujours, sans blaguer, la maison du pauvre, par son extérieur modeste, rehaussera la splendeur de l'hôtel du riche. Autrement dit, les ornements servaient à distinguer les rangs sociaux, vous l'aurez compris. La multiplication des décors reproduits dans des matières économiques, donc en série et à bas prix, change cela. Et l'architecture n'est pas la seule concernée. Le phénomène touche au fond tous les objets de la vie quotidienne, de la vie domestique. Un très beau passage d'un texte de la comtesse de Genlis, rédigé à la veille de la Révolution. La comtesse de Genlis était le gouverneur des enfants du duc de Chartres. Ce passage vaut d'être cité. Malgré la longueur de l'extrait, vous allez voir, c'est un très beau texte, très évocateur de ce phénomène. Elle écrivait donc à la veille de la Révolution « J'ai déjà parlé de la fausse magnificence, mais comme elle devient chaque jour plus frappante, je veux faire ici une récapitulation de toutes les faussetés de ce genre. Outre l'argent plaqué, les faux cachemires, les fausses eaux minérales, les faux clinquants, les fausses perles, les fausses dentelles de point, la fausse soierie, on a encore nouvellement inventé les faux tableaux par un procédé qui les imite si parfaitement qu'il doit nécessairement faire tomber tous les bons copistes dans ce genre, les fausses gravures, les faux cheveux faits en soie, sans parler du faux marbre, des fausses couleurs, de la fausse blancheur, des fausses veines, des fausses dents. On a inventé plus nouvellement de fausses pierres de taille, de sorte que l'on pourrait très facilement former un faux cabinet d'histoire naturelle. Tout un programme. On a voulu anéantir toutes les distinctions de rang et de naissance, l'amour-propre que les décrets n'anéantiront jamais, s'est réfugié dans l'espoir de briller par tous les signes de la richesse. L'industrie commerciale lui ôte cette ressource et bientôt, il ne lui restera plus que le pur amour de l'argent. Vous voyez que la critique est sociale. On a voulu anéantir toutes les distinctions de rang et de naissance et elle vise une classe bourgeoise qui cherche à s'élever au-dessus de son rang. On peut bien sûr aussi y lire la montée de la mode, l'incroyable appétit de luxe qui saisit l'Occident depuis un moment déjà. Dans un célèbre passage de leur recueil de décoration intérieure, les architectes de Napoléon, Percier et Fontaine, dont je suis sûre qu'on vous a parlé la semaine dernière, en 1812,
s'en prennent à ce qu'ils appellent les procédés de reproduction économique avec cette même optique que la comtesse de Genlis. Ils pensent que ces procédés de reproduction falsifient et dénaturent la valeur des ornements. On retrouve dans leurs propos la même idée de tromperie, de tricherie. Et à leurs yeux, non seulement les procédés de reproduction économique sont trompeurs, mais ils jettent le discrédit sur ce qu'ils appellent les plus beaux ouvrages. C'est exactement aussi ce qu'exprime Viollet-le-Duc beaucoup plus tard, en 1872, lorsqu'il écrit dans ses entretiens « Qu'importe qu'un ornement soit taillé en pleine pierre, s'il ressemble à s'y méprendre à un plaquage de carton-pâte que le premier cafetier venu peut faire clouer en plâtre sur sa façade ». Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, donc, on voit qu'on ne sait plus concrètement distinguer les matériaux naturels des matériaux artificiels, les matériaux précieux des matériaux économiques, en tout cas dans le domaine de l'architecture. La critique, finalement, n'est pas si éloignée de celle de Walter Benjamin, auquel j'ai emprunté le titre de ce cours public, dans son célèbre essai qu'il a intitulé « L'œuvre d'art à l'époque de sa reproduction mécanisée », on est en 1936, Benjamin s'en prend à la reproduction mécanique. Elle fait perdre aux œuvres d'art, selon lui, leur authenticité, leur aura. Et bien sûr, Benjamin ne pense pas aux ornements lorsqu'il écrit ce texte, mais il cite Huxley qui, à propos de l'artisanat d'art, écrit « Reproduit à des millions d'exemplaires, le plus beau des objets devient laid ». Il faut souligner que cette notion d'authenticité, cette assimilation du factice au faux n'allait pas de soi au XVIIIe siècle. L'imitation de matériaux naturels, de matériaux précieux, comme la pierre, comme le marbre, le bois, n'était pas nécessairement perçue comme une pratique frauduleuse. On peut dire même que plus les matériaux étaient pauvres, plus l'artifice était apprécié. On considérait que les artisans qui étaient capables de transformer des matériaux économiques en matériaux ou des matières pauvres en matières riches faisaient finalement mieux que reproduire la nature, ils la surpassaient. Et contrairement à ce que suggère la comtesse de Genlis, ces matériaux économiques imitant les matières précieuses n'étaient pas uniquement appréciés des bourgeois enrichis. L'aristocratie, les savants, quand on parle de l'aristocratie, on peut même dire la cour, les savants, les lettrés s'en amusaient aussi beaucoup. Parmi les célèbres promoteurs de ce luxe artificiel, on peut citer Voltaire, qui utilisait une matière qu'il avait lui-même dénommée l'argile-marbre. Et vous voyez ici un poêle qu'il avait commandé donc, pour son château de Ferney à l'architecte faïencier Léonard Racle. C'est un poêle qui est en argile, mais qui imite parfaitement le marbre. Voltaire se plaisait beaucoup à aménager son château et il écrivait dans une de ses lettres « On me prendra dans la postérité pour un fameux architecte ». Moulet, donc, détachait ces pièces décoratives qu'on voit se multiplier dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, répondait à la fois au désir des propriétaires d'intervenir directement dans la décoration de leur demeure, de suivre la mode, mais aussi ces produits étaient encouragés par ceux qui y voyaient une source de prospérité économique pour leur royaume. D'un côté, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, le luxe est réprouvé pour des questions morales, pour des questions de mœurs, parce qu'il brouille finalement les différences sociales, et on pense bien sûr à Rousseau. De l'autre, il est encouragé directement par l'État, sous forme de brevets, de privilèges qui sont accordés à des artisans, parce que ces arts du luxe, c'est une manière finalement d'enrichir le royaume. Quoi qu'il en soit, la question de l'authenticité, vous le voyez, n'est pas au centre des débats à cette époque-là. Il y a donc un changement de ce point de vue au tournant des XVIIIe et XIXe siècles, dû probablement d'une part à la multiplication de ces ornements et évidemment aux révolutions qui sont en cours.
Un autre changement que semblaient introduire ces produits, pointé par beaucoup de critiques et de théoriciens, était lié à la question de leur signification. L'ornement dans la théorie classique, et vous savez que dans la théorie classique, le terme ornement désigne à la fois les moulures, c'est-à-dire les bandeaux, les corniches, les encadrements de fenêtres, et les sculptures détachées, c'est-à-dire les statues, les pots à feu, etc. Donc l'ornement était comparé à un langage. En témoignent les mots écriture, les mots langue, caractère, qui sont très couramment employés pour décrire l'ornement. Quatremer de Quincy, donc, qui est le grand théoricien de l'architecture classique, le définissait l'ornement comme un complément d'écriture exprimant des signes variés et rendant l'architecture de plus en plus intelligible aux yeux et à l'esprit. C'est, et vous voyez ici sa définition, c'était pour lui l'ornement le moyen d'ajouter une signification plus claire à celle du caractère déjà établi dans un édifice par son style, ses formes, ses proportions. Bon, on considérait en principe que le caractère d'un édifice ne pouvait pas reposer exclusivement sur l'ornement. Vous voyez que Quatremer de Quincy emploie le terme « ajouter ». C'était une idée très ancienne. Alberti considérait déjà que l'ornement était une lumière auxiliaire de la beauté, donc un complément, un ajout. Et il servait par exemple à renforcer l'identité d'un bâtiment, mais il ne pouvait pas lui donner véritablement sa forme, il n'était pas essentiel en quelque sorte. Pour le dire simplement, il y avait finalement des édifices qui réclamaient des ornements et il y avait des édifices qui n'en réclamaient pas. Et évidemment, cet ornement était un langage, si on reprend ce terme qu'utilisent les théoriciens, compréhensible, intelligible, comme le remarquait Quatremer de Quincy, tant que d'un côté on avait des artistes qui avaient l'habileté de parler ce langage et de l'autre côté il y avait des spectateurs qui savaient le comprendre. Or, l'ornement est mis dès la fin du XVIIIe siècle dans les mains d'architectes, de décorateurs, d'artisans, d'entrepreneurs, de propriétaires aussi, qui n'en connaissent pas toujours les codes et qui l'utilisent, là je cite Quatremer de Quincy, toujours, de la manière dont un ignorant s'amuserait à proférer les sons des syllabes sans liaison ni connaissance des idées qui s'y rattachent. Et 50 ans plus tard, Viollet-le-Duc assimilait le décor de son temps à un galimatia, parlé par des gens qui ne connaissaient ni le sens des mots, ni la syntaxe et la grammaire. Bon, bien sûr, ces remarques ne valent pas uniquement pour l'ornement mécanique, elles valent pour l'ornement en général au XIXe siècle, mais elles valent aussi pour ces ornements mécaniques. La mécanisation accentue la perte de signification de l'ornement. Les écrits du critique d'art anglais John Ruskin indiquaient un autre bouleversement fondamental. Pour le célèbre critique d'art anglais, que Proust admirait tant et à qui on doit de si belles pages sur l'ornement, je vous renvoie à ce qu'il a écrit sur l'ornement. Pour Ruskin, les ornements sculptés mécaniquement ou moulés en série étaient pires encore que les ornements sculptés sur les dessins d'architectes. Les décors tels que les faisaient exécuter les architectes étaient pour Ruskin ce qu'il appelait des ornements serviles, c'est son terme, servile ornaments. Servile parce que, selon lui, l'ouvrier était traité en inférieur, il n'était qu'un exécutant, il n'était pas libre, il exécutait un modèle qui lui était imposé par un concepteur. Et les ornements en série étaient pires que cela parce qu'au fond, le travail de l'ouvrier se réduisait à reproduire l'exactitude des formes de manière machinale. Le moulage, pour Ruskin, ne permet pas à la réflexion et à l'imagination de l'artisan de s'exprimer, et en retour, finalement, le spectateur est privé de l'émotion qu'il y a à découvrir le degré d'habileté manuelle d'un homme, son imagination, sa personnalité. Cette réflexion, faut-il le rappeler,
est extrêmement originale à cette époque. On est dans les années juste avant les années 1850, 1849. Elle accorde à l'ornement une nouvelle valeur, quelque chose qui n'avait jamais été pensé véritablement, c'est la valeur de travail. Et il ne s'agit pas d'un travail bien fait. John Ruskin apprécie la maladresse comme la virtuosité. Il oppose donc l'artisanal au mécanique, à l'artisanal la liberté, l'inventivité, la variété, le plaisir du travail, au mécanique la servilité, la répétition machinale. Cette opposition entre l'artisanal et le mécanique est un des grands thèmes, évidemment, de l'histoire de l'art au XIXe siècle et au XXe siècle. De même, l'opposition entre l'art et le mécanique et en sculpture, le recours au moulage sur nature, au moulage mécanique sur nature, de plus en plus fréquent au cours du XIXe siècle, va soulever de vifs débats. Une œuvre moulée sur nature, pensent la plupart des critiques du XIXe siècle, n'est pas une œuvre d'art. Ici, je vous montre un tableau d'Édouard Joseph d'Antan, un moulage sur nature qui date de 1887, qui illustre un des intérêts du moulage sur nature. Et puis, vous voyez la célèbre statue de la femme piquée par un serpent, une statue en marbre de Auguste Clessinger, de 1847 qui soulève un vif débat. Le sculpteur donc aurait utilisé le moulage sur nature du corps d'Apollonie Sabatier. Ce moulage sur nature, il est aussi pratiqué en architecture. La pratique de mouler des pièces directement, en particulier sur des édifices de la Renaissance et du Moyen Âge, se développe. On le sait ici, Viollet-le-Duc a développé cette pratique en vue de la constitution du musée de sculpture comparée, qui est à l'origine de ce musée, il a commandé à Victor Geoffroy de Chaume une série de moulages. Bien sûr, dans son esprit, c'était des documents de travail. Il voulait constituer une collection, on pourrait dire un petit peu rivale de la collection de l'École des Beaux-Arts, qui portait plutôt sur des fragments classiques, en vue de permettre l'étude des bâtiments du Moyen-Âge. Ça n'était pas dans l'idée, évidemment, d'inclure ces pièces dans l'architecture contemporaine. Mais il y avait, on va le voir à la fin de ce cours, des architectes qui pratiquaient et qui incluaient donc ces moulages sur nature directement dans leurs bâtiments. Sur ce thème de l'artisanal et du mécanique, j'évoquerai juste pour finir, plus près de nous, le critique et historien de l'architecture Siegfried Giedion, dans son ouvrage novateur consacré à la mécanisation des objets de la vie quotidienne, Mechanization Takes Command, on est en 1948. C'est un sujet très nouveau pour les années 1948. La mécanisation met des objets de la vie courante. Giedion prend la défense de la mécanisation et il explique que le processus de mécanisation n'est pas condamnable en lui-même. Pour lui, la mécanisation est neutre. Donc vous voyez le changement de perspective par rapport à l'idée d'une mécanisation qu'on opposerait à l'artisanal. La mécanisation est neutre. Pour lui, ce qui est condamnable, c'est le fait d'imiter l'apparence des matériaux anciens, le fait d'imiter des matériaux fabriqués à la main. Il utilise les termes de contrefaçon, de falsification des méthodes artisanales. Plus largement, pour lui, c'est ce qu'il appelle le goût bourgeois dans les décorations de style empire. Au fond, il condamne tous les procédés d'imitation qui servent l'ambition de paraître de la classe moyenne. Ces critiques, comme on le voit, pointent plusieurs changements et même des bouleversements apportés par ces ornements, tout en faisant apparaître un certain nombre de thèmes. Donc on a évoqué la question du monumental et du banal, la question de l'artisanal et du mécanique, la question de l'authentique et du faux. Partant de ce constat, dans le domaine de la décoration, partant en tout cas du constat que dans ce domaine de la décoration, le débat autour des questions théoriques qui viennent d'être évoquées était assez bien connu,
j'ai choisi de partir de l'observation détaillée finalement des ornements. Plutôt que d'aller plus avant dans finalement ces questions qui viennent d'être évoquées, qui sont très importantes, et c'est pour ça que j'ai choisi de vous les présenter en introduction de ce propos, plutôt que finalement de travailler sur la question de ces débats et de ces théories et ces discours des ornements, j'ai préféré essayer de partir de l'observation des ornements eux-mêmes, du détail finalement, de l'examen de ces ornements, soit directement in situ sur les façades des édifices, soit à travers des catalogues qui étaient présentés par les fabricants. Et j'avais en tête des questions assez concrètes finalement. Je me demandais qui étaient les concepteurs de ces ornements, qui les façonnait, pour qui ils étaient pensés, qui les utilisait. Aussi d'autres questions, est-ce qu'ils étaient appréciés et par qui, et au fond, est-ce qu'ils représentaient vraiment une innovation? Alors, après cette longue introduction, dont l'objectif était un peu d'évoquer les débats qui étaient soulevés par cette mécanisation de l'ornement, je vous propose d'examiner enfin ces décors en suivant le fil de quelques questions donc, qui viennent d'être posées. Comment étaient conçus ces ornements, comment ils étaient façonnés, et une autre série de questions pour qui ils étaient conçus et qui les utilisait. Bon, sans chercher néanmoins à répondre de manière exhaustive à ces questions, le temps évidemment ne le permettrait pas, mais en partant de ces questions plutôt pour développer un nombre limité de réflexions. Alors, avant d'examiner en détail avec vous ces ornements, il faut quand même rappeler brièvement les commencements de cette mécanisation de l'ornement, se repérer un petit peu dans le temps. La mécanisation de l'ornement, sa préfabrication, même on pourrait dire, c'est un vieux rêve qui ne date pas du siècle de l'industrie, son exécution non plus d'ailleurs. Il suffit de penser aux terres cuites architecturales qui ornaient les temples dans l'Antiquité, les temples étrusques, puis les temples romains. Vous en avez ici quelques exemples sous forme d'antéfixes. Les historiens, les archéologues plus exactement, disent qu'à cette époque-là, on a déjà une production, ils parlent industrielle, avec une diffusion de ces produits dans tout l'Empire romain. Je vous montre ici des décors des édifices de la Renaissance de l'Italie du Nord. À la Renaissance, on a une production très importante aussi de terre cuite architecturale, mais on peut penser aussi à des ornements un peu moins connus qu'on utilisait néanmoins beaucoup dans les décors intérieurs des palais à la Renaissance, des ornements par exemple en carton qui étaient aussi reproduits en série. Mais ce n'est quand même qu'au début du XIXe siècle que ce rêve va s'accomplir au point de concurrencer la production artisanale et artistique. C'est là finalement le point. C'est le moment, au tournant des XVIIIe et XIXe siècles, où d'innombrables essais vont être tentés pour mettre au point des matériaux économiques qui sont résistants aux intempéries, c'est très important, qu'on peut utiliser sur les façades, qui sont facilement reproductibles par des moyens mécaniques pour principalement abaisser le coût de ces ornements. Ici, vous avez un dessin de Granville qui illustre cette espérance, cette foi dans la puissance de la mécanique. Vous voyez qu'il représente non sans humour la mécanisation de la sculpture, le doigt de Dieu, œuvre gigantesque dont l'originalité dépasse les plus belles conceptions. Le perfectionnement des matières et les techniques de fabrication permet à la fois, on va le voir, la diversification du décor et aussi, ce qui est très important, c'est la diffusion du décor dans des édifices qui en étaient dépourvus, on l'a évoqué en introduction. Et c'est en Angleterre, donc, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, que cela se produit d'abord. On y fabrique des ornements d'architecture,
dans un matériau à base d'argile qu'on appelle l'artificial stone, la pierre artificielle, parfois aussi la coat stone. Vers 1784, la célèbre fabrique d'Eleanor Coade, qui avait été fondée en 1769, comportait déjà 778 modèles. Vous voyez que c'est un matériau qui imite assez parfaitement la pierre. Il faut souligner l'innovation technique que représentaient ces produits. Ce sont des produits qui sont donc à base d'argile, mais que les fabricants réussissent d'une part à rendre blancs et résistants aux intempéries, alors par l'adjonction de différentes matières. En France, la production est plus tardive. Les fils de Pierranez tentent de mettre sur pied, à Paris en 1801, une fabrique d'ornements en argile. Vous voyez ici une sorte de gravure publicitaire. Vers 1806, donc vous voyez dans les 5 premières années du XIXe siècle, ils vont développer cet établissement. Ils possédaient plusieurs magasins dans Paris et plusieurs dépôts. Ils avaient l'appui du prince Joseph Bonaparte, mais finalement leur entreprise est un échec assez révélateur du peu d'estime dont jouissait la terre cuite rouge, évidemment, hors du cercle des antiquaires ou des quelques architectes qui avaient voyagé en Italie. Il se trouve que les pièces qui sortaient des ateliers des frères Pierranez étaient en terre cuite rouge qu'ils avaient surnommée, vous le voyez, la terre étrusque. Mais malgré ce nom évocateur, terre étrusque, les Parisiens considéraient que c'était surtout de l'argile. Et un rapport réalisé en 1809 par le baron de Gérandeau, qui était pourtant quelqu'un qui connaissait assez bien les produits de terre cuite, exprimait sa méfiance par rapport à cette terre, surnommée terre étrusque. Il considérait d'abord que c'était un matériau fragile, et d'autre part, il considérait aussi que la fabrication en série des mêmes objets était une entreprise, je le cite, étrangère aux beaux-arts. Donc vous voyez, on n'était pas tellement prêt à Paris au début du XIXe siècle encore à accueillir ce type de production. Ce n'est qu'un peu plus tard, en 1805, on pourrait dire à peu près au même moment, mais vous allez voir sur des produits assez différents, qu'un fabricant d'ornements en ce qu'on appelle le carton-pierre ou le mastic-pierre, c'est-à-dire un matériau qui est fait soit à base de papier, soit à base de poudre de pierre, de calcaire, etc. Donc un fabricant qui s'appelait Joseph Benat et qui était installé à Sarrebourg puis à Strasbourg va produire des ornements assez inspirés bien sûr de l'artificial stone anglaise. Il va aller à Londres et il va s'intéresser de près à ces produits anglais et il va à partir de là, des années 1805-1810, finalement diffuser ce mastic-pierre qui est un matériau qui s'utilise assez difficilement à l'extérieur, qui est plutôt un matériau destiné à la décoration intérieure. Il va diffuser dans toute la France. Alors, vous le voyez ici, ce sont des produits qui pouvaient servir, par exemple, à réaménager des hôtels existants, comme ici l'hôtel de Germain Beaufranc. Vous voyez des ornements ici qui sont en mastic-pierre, qui sont dorés. Ces produits pouvaient aussi servir à décorer des intérieurs beaucoup plus modestes, comme ici. Et ici, vous voyez une finition blanche qui ressemble finalement à du plâtre. Ou ici, un décor polychrome. Et même, ces ornements pouvaient imiter le bois et venir décorer, comme vous le voyez ici, des meubles. Vous voyez à chaque fois l'élément extrait du catalogue et puis tel qu'il est utilisé et tel qu'il a été repéré in situ. Alors, ici, les images sont mauvaises, elles sont en noir et blanc, mais c'est quelque chose qui est assez intéressant et amusant. Joseph Benat va faire fabriquer une mallette on pourrait dire, de représentant de commerce, et il va charger un de ses sculpteurs, un sculpteur qui travaille dans sa fabrique, de voyager en France et à l'étranger pour présenter ses produits. Et ici, vous voyez les plaques qui étaient rangées dans cette mallette.
Ces plaques présentent les produits donc en mastic-pierre Benat, et là on ne le voit pas parce que les reproductions sont en noir et blanc, mais il y avait des plaques donc, qui imitaient le bois, des plaques qui montraient que les produits pouvaient être dorés ou au contraire qu'ils pouvaient être blancs ou polychromes, donc les diverses finitions que pouvaient recevoir ces produits moulés. Mais donc après, donc là on est dans les années 1810, dans les années 1820, on va voir à Paris la grande fabrique de carton-pierre du sculpteur Alexandre Romagnesi, qui va proposer de nombreux modèles. Et puis un peu plus tard, dans les années 1840, on va voir par exemple l'atelier Garneau, qui était une fabrique, alors là, à ce moment-là, de terre cuite, mais désormais de terre cuite blanche qui imitait la pierre. Dans la mesure où la terre cuite était devenue blanche, il n'y avait plus finalement de problème pour l'utiliser dans l'architecture. Donc voilà, pour se repérer un petit peu chronologiquement, on est en Angleterre au milieu du XVIIIe siècle et on est finalement en France au début du XIXe. Comment étaient conçus ces produits? Comment étaient-ils façonnés? Une des grandes nouveautés par rapport aux périodes précédentes, où, comme on l'a dit, les ornements mécanisés existaient, tient au fait que les fabricants anticipent la demande et constituent des stocks de modèles. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. On a 918 numéros pour la fabrique Benat, donc de mastic-pierre dont je vous ai parlé, 1500 modèles pour le fabricant parisien de carton-pierre Romagnesi et un demi-millier pour les terres cuites blanches Garneau. Les fabricants donc ne produisent pas seulement des ornements en série à la demande, ils finalement constituent des collections de modèles à l'avance et présentent ces collections dans des ateliers ou dans des magasins qui sont situés en ville. Ces magasins formaient des sortes de galeries, ou on pourrait dire de musées, semblables finalement aux musées publics. Les objets y étaient mis en scène pour séduire les visiteurs. Je n'ai pas d'image à vous montrer. On a beaucoup de descriptions intéressantes de ces magasins qui surprenaient beaucoup les visiteurs. Mais vous voyez ici donc un atelier d'un fabricant toulousain dans lesquels les pièces ne sont pas mises en scène, mais qui évoquent quand même ce que pouvaient être ces magasins. Les fabricants présentent aussi leurs modèles donc, dans des catalogues. Ici, vous avez une des premières versions connues du catalogue Benat. On est autour de 1810. Je crois même que c'est le premier catalogue d'ornements connu en France, commercial, je veux dire. Les planches commencent à être imprimées à partir de 1810. Vous voyez ici une version ultérieure de ce catalogue quand finalement la fabrique Benat est passée aux mains d'Eligenthal. Vous voyez qu'on a donné un titre à ce catalogue commercial. Il s'appelle désormais « Recueil des dessins d'ornements d'architecture ». Le titre, vous le voyez, est assez proche finalement des recueils d'ornements savants, recueil de décoration intérieure, par exemple, de Percier et Fontaine. Et vous voyez qu'il est doté d'un frontispice, finalement, assez décoré, comme pouvaient l'être les catalogues d'ornements à cette époque. J'ai mis ici, pour vous montrer la complexité de ces publications, ces premiers catalogues commerciaux, les différentes versions de ce catalogue de la fabrique Benat. Ce sont des publications qui sont très intéressantes, les catalogues commerciaux, assez hybrides, à mi-chemin entre finalement des publications commerciales et des publications savantes. Assez difficiles à étudier parce que vous voyez que ce sont toujours des imprimés différents. Les nombres de planches varient parce qu'au fond, les fabricants imprimaient ces planches les unes après les autres et donc on reliait ces catalogues et ces catalogues n'avaient jamais le même nombre de planches. Et de temps en temps, ils refaisaient les pages de titres
et parfois, quand c'était leur successeur, ils changeaient les noms, etc. Donc c'est des documents sur lesquels il est assez difficile de travailler pour s'y reconnaître, pour les dater, etc. Ici, vous voyez un autre catalogue, celui d'Alexandre Romagnesi. Vous voyez que c'est à peu près la même chose. Le titre, recueil des dessins représentant les sculptures qui sont dans l'atelier de ce sculpteur Louis-Alexandre Romagnesi. Vous remarquez que dans les titres de ces catalogues, on ne mentionne pas de matière, pas de mastic-pierre, pas de carton-pierre. On fait comme si finalement ces ornements étaient des ornements artisanaux traditionnels. Et puis pour finir, je vous montre plus modeste un catalogue donc de carton-pierre, tout simplement pour vous rappeler le fait que ces catalogues renvoyaient à des tarifs que vous voyez sur la droite, dans lesquels on donnait le prix des différents éléments. Alors la question qui se pose à ces fabricants est nouvelle. Comme ils fabriquent à l'avance des ornements, évidemment, ils se demandent quel type d'ornement produire, quelle taille leur donner. Un des objectifs, c'est évident, c'est de produire des ornements qui auront le plus de chances d'être utilisés dans l'architecture, à la fois à l'extérieur et à l'intérieur, et couvrir, si possible, l'ensemble du répertoire décoratif. Alors, les catalogues permettent de saisir certains de leurs choix. Dans le cas du catalogue d'ornements en mastic-pierre Bonnat, les motifs décoratifs donc, dans le catalogue sont tantôt mélangés, souvent au début d'ailleurs de la production notamment, tantôt ils sont classés par type d'éléments. Vous le voyez ici par exemple les chapiteaux, c'est un type d'élément. Et à l'intérieur d'une même gamme d'éléments, ici par exemple les chapiteaux, quand on s'intéresse un peu aux détails, on se rend compte que les fabricants proposent différentes tailles. Ils se livrent en fait à un travail d'étalonnage. Étalonnage, c'est le terme qu'utilise Jean-Baptiste C. dans son cours complet d'économie politique qu'il publie en 1828. Étalonnage, ça veut dire qu'ils réfléchissent à la question de la dimension et ils essaient de fournir beaucoup de dimensions pour qu'on puisse utiliser facilement ces produits. Je ne résiste pas à la tentation de vous montrer ce catalogue de fabricants un peu loin de l'architecture, je l'avoue, mais qui illustre ce travail d'étalonnage. On a 9 modèles de Christ qui vont de 20 cm à 1,80 m de haut. Et plus sérieusement, on voit ici sur une façade toulousaine, par l'exemple de la frise, ces différentes tailles des éléments. Donc on va avoir des frises qui sont d'une hauteur assez grande, par exemple, pour pouvoir aller sous des corniches, d'autres frises moins grandes pour aller sous des bandeaux, comme vous voyez ici, qui courent sur la façade, des bandeaux intermédiaires, et puis on va aussi avoir des frises plus petites qui vont par exemple décorer le dessus d'une fenêtre. Et donc le nombre de tailles proposées est aussi finalement important que le nombre de modèles. Il n'y a pas simplement la forme, il y a évidemment aussi, ce qui ne se voit pas trop dans les catalogues, la hauteur de ces éléments que l'on va devoir inclure dans les façades. Et les fabricants sont obligés finalement de déterminer des maxima, des tailles maximales et des tailles minimales, et puis toute une série de tailles intermédiaires. Mais certaines planches des catalogues montrent aussi que les fabricants ne s'en tiennent pas qu'à ce travail d'étalonnage, ils décomposent les décors en éléments de la plus petite dimension possible. Ici, vous voyez dans la première version du catalogue Bonnat, donc ces éléments assez petits, ou encore ici dans la deuxième version, ils créent en fait, on pourrait dire, de nouveaux classements. Pourquoi ? Eh bien, pour permettre le plus de combinaisons possibles. L'ennemi de l'ornement mécanique, c'est la monotonie, c'est la répétition, le déjà-vu, qui va vouloir réutiliser un ornement qui a déjà été mis sur une façade ou sur un décor intérieur X fois. Pour éviter cela, donc, il est nécessaire de diversifier les motifs. Or, les moules coûtent cher, il faut donc multiplier les combinaisons possibles. Et pour cela, les fabricants fragmentent, vous le voyez, les motifs. Ils cherchent ce qu'ils appellent, certains appellent le plus petit dénominateur commun,
aux décorations. Les rapporteurs dans les jurys d'exposition industrielle parlent de matériaux élémentaires ou de détails moléculaires, d'objets détachés pour ajustement. Autrement dit, vous voyez qu'ils pensent les ornements en termes d'éléments compatibles de manière à pouvoir assurer l'entière décoration de la façade. Ils montrent d'ailleurs, ces fabricants, la plupart du temps, dans leur catalogue, ces ensembles décoratifs complets. C'est un élément assez intéressant qui a été assez peu noté finalement. C'est que les catalogues de fabricants proposent des ensembles. Ici, dans la première version du catalogue Benin, vous voyez 2 murs intérieurs. Le premier, en haut à gauche, vous voyez qui est éclairé par 2 fenêtres avec un panneau central. Et en bas à droite, vous voyez donc un mur qui est décoré par un miroir au centre et 2 panneaux pleins latéraux. Vous avez dans la deuxième version du catalogue Benin toute une série de pièces qui sont proposées dans le catalogue, outre les éléments isolés que je vous ai montrés. Donc vous voyez une chambre à coucher, des alcôves, une salle à manger, une salle de bain, ou encore ici, donc un grand salon. Ici, on voit un catalogue qui a appartenu à une personne qui a commencé à l'aquareller à la main. Donc, vous voyez que les catalogues ne sont pas de simples listes illustrées finalement de produits, de modèles. Ils comportent des sortes de planches d'assemblage qui sont là pour stimuler l'imagination des consommateurs. Quand je vous parlais de statues ambiguës, vous voyez là une assez grande proximité entre les recueils d'ornements, finalement on pourrait dire savants, et ces catalogues a priori commerciaux. Alors, comment élaboraient-ils les modèles? Les catalogues donnent quelques indices sur la manière dont les prototypes étaient conçus. On conserve 2 catalogues de fabricants d'ornements d'architecture en terre cuite toulousains. Donc, sur la gauche, vous avez le catalogue Fouque, Arnoux et compagnie. Vous voyez qu'il s'intitule Manufacture d'ornements en terre cuite et biscuits de porcelaine. On est autour de 1829-1830. C'est un catalogue qui a un format petit in-folio de 12 planches lithographiées. Et sur la droite, vous voyez le catalogue toujours d'ornements en terre cuite de la fabrique Virban, recueil des dessins des ornements en terre cuite de la fabrique Virban Frères. On est autour de 1830-1836. La première version connue comporte 13 planches lithographiées. Ici, vous avez des planches de l'intérieur du catalogue Fouque, donc ce sont des objets en terre cuite. Et ici, l'intérieur de la deuxième fabrique, la fabrique Virban. Alors, c'est une version plus tardive du catalogue qui date des années 1880. Et vous voyez que dans les années 1880, on inclut dans les catalogues des photographies. On constate que dans le catalogue Fouque et compagnie, plusieurs ornements sont copiés sur les ornements en carton-pierre du sculpteur parisien Louis-Alexandre Romagnesi. Donc à gauche, vous avez ce catalogue de terre cuite et à droite, ce catalogue de carton-pierre. Et vous voyez qu'indépendamment du matériau, on a les mêmes modèles. On constate ça souvent, je ne vais pas me répéter, mais ici, par exemple, vous avez à gauche le catalogue Romagnesi, on est autour de 1825. Vous voyez donc un pied de table en forme donc de tête de lion, et vous voyez que le catalogue Virban en terre cuite va reprendre cet élément, donc sur la droite. Vous voyez ici la même chose pour une tête de lion, à gauche le catalogue Romagnesi et à droite le catalogue Virban. Donc on voit que les modèles circulent finalement d'un fabricant à l'autre, indépendamment des matières. Certains modèles aussi du catalogue Virban sont pris dans des recueils savants, notamment le recueil du comte de Clarac qui s'intitule Le musée de sculpture antique et moderne, que vous avez ici sur la gauche, comte de Clarac, musée de sculpture antique et moderne. Vous voyez, vous observez en haut à gauche,
de l'image qui se situe sur la gauche, donc en haut à gauche, vous voyez ce que le comte de Clarac identifie comme une fontaine antique en forme de trépied. Et vous voyez que dans la partie basse de l'image, il a agrandi finalement les détails de cette fontaine. Il a représenté un chapiteau au centre et une tête de lion qui décore cette petite fontaine. Et vous voyez que ce chapiteau qui décore au départ une fontaine et cette tête de lion sont finalement détachés dans ce catalogue de terre cuite toulousain et vont être agrandis pour entrer dans la décoration des façades. Donc vous voyez que l'ornement migre ici de l'objet à petite échelle, de la small architecture on pourrait dire, aux façades à grande échelle. Un autre élément, un des éléments les plus monumentaux dont je vous ai parlé de cette fabrique Virban, ces fameuses cariatides imitées de celles de Jean Goujon, dont on parlait dans la Revue générale de l'architecture en 1841, est également inspiré de ce recueil du comte de Clarac. À gauche, donc, vous voyez le recueil du comte de Clarac, et à droite, vous voyez le catalogue de cette fabrique d'ornements en terre cuite. Si l'on observe un peu plus attentivement maintenant cette image, on voit que le dessin imite la représentation qui est donnée donc, dans le recueil du comte de Clarac, sans en être vraiment la réplique exacte. Vous voyez que les plis de la tunique ont été simplifiés si vous les comparez. Regardez aussi sur la base de la cariatide, sur la base circulaire. Dans l'exemple du comte de Clarac, elle est décorée d'une tête de lion et cette tête de lion a été supprimée dans l'exemple donc du catalogue commercial. Si on observe maintenant l'objet, on a à gauche la fameuse tribune du Louvre, avec ces cariatides qui sont sculptées en pierre, qui datent de la Renaissance, et vous avez à droite donc la cariatide en terre cuite, qui est donc moulée et qui est reproduite sur un immeuble toulousain. Vous voyez que la simplification des formes que l'on observe se voit assez clairement là sur les deux objets finalement. Et cette simplification, elle est en grande partie liée aux techniques de moulage. C'est un point important à souligner. Dans la technique du moulage, la nécessité de récupérer le moule pour qu'un élément soit économiquement intéressant, il faut pouvoir tirer un certain nombre d'exemplaires. Donc la nécessité de récupérer le moule oblige à le concevoir par partie. Quand c'est une pièce simple, au moins en deux parties. Mais dès lors que c'est une pièce plus compliquée, notamment des pièces qui comprennent ce qu'on appelle des contre-dépouilles, les contre-dépouilles, ce sont des parties qui sont rentrantes en dessous d'un objet, eh bien, on est obligé de multiplier les pièces. Et dans des objets compliqués, cela peut conduire à avoir des moules extrêmement compliqués, ce qu'on appelait des moules à pièces, parce qu'ils étaient faits de plusieurs parties. Et ces pièces étaient nécessaires pour ne pas entraver le démoulage, pour ne pas casser finalement le moule. L'ensemble des pièces, vous voyez, était lui-même maintenu par une enveloppe, une chape en plâtre, qui pouvait aussi être formée de plusieurs parties. Donc vous voyez la complexité de l'objet moule. Évidemment, tout ce qui était de l'ordre des grands modèles qui comportait des parties rentrantes, occasionnait la multiplication de pièces et rendait la conception et la réalisation des moules longues finalement et coûteuses. L'auteur du manuel, du nouveau manuel du moulage, c'est un manuel Roré, je crois, qui date des années 1850, explique que tout l'art du mouleur résidait dans ce travail préparatoire. Un bon mouleur, en principe, savait limiter le nombre de pièces que vous voyez là, savait situer les coutures aux endroits les moins visibles pour abréger les temps de retouche et améliorer la qualité de la réplique. Donc, finalement, la manière dont le moule était pensé, découlait beaucoup la fabrication de l'objet. Pour limiter la fragmentation, donc le prototype avait tout intérêt à être conçu en fonction du moule
Et finalement, c'est ce que vous voyez ici. Il y a des formes donc, qui sont forcément suscitées par le moulage. Pour faciliter le démoulage, eh bien, les reliefs ne doivent pas être trop saillants. Vous voyez la différence entre les plis de la tunique à gauche et celle de droite. Les contours ne doivent pas trop être à vive arête, parce que c'est beaucoup plus compliqué de démouler des vives arêtes. Les courbes sont préférables aux parties droites, parce qu'avoir une pièce complètement rectiligne, c'est difficile, etc. Donc vous voyez là une chose intéressante que ne disent pas du tout les textes théoriques, on y reviendra, c'est que même s'il y a une division des tâches dans la fabrication mécanique à cette époque-là, l'artisan mouleur intervient dans la phase de conception. Il y a un aller-retour finalement entre les différentes opérations qui s'effectuent. Pour qui était-il conçu et qui utilisait ces ornements? Alors, ce sont des grandes questions et évidemment, cela dépend des produits. S'il s'agit de décors intérieurs, s'il s'agit de décors extérieurs, en principe, ces décors étaient destinés à tous les acteurs de la construction de manière large. Bien sûr, des artisans entrepreneurs, des décorateurs, des architectes et aussi, on l'a dit, des propriétaires. En ce qui concerne les décors extérieurs en terre cuite, dans l'exemple toulousain que j'ai pu étudier de façon plus détaillée, on sait qu'il n'était pas utilisé dans des édifices publics, il n'était utilisé que dans des édifices privés, mais on ne sait pas dans quelle mesure finalement les propriétaires intervenaient conjointement aux maîtres d'œuvre qui devaient être des architectes ou des entrepreneurs. Comme on l'a dit, ces décors préfabriqués permettaient aux commanditaires, aux clients, finalement aux propriétaires, de choisir beaucoup plus facilement qu'autrefois des ornements, puisque le prix et la forme étaient fixés d'avance. Donc, il devait très probablement être assez présent dans ces choix, mais malheureusement, c'est très difficile à saisir. On a très peu de pièces, finalement, d'archives qui donnent le témoignage de cela. J'ai trouvé quand même aux archives de Paris, après avoir publié ce livre sur l'ornement, quelques feuillets anonymes sur lequel un architecte, alors peut-être aussi un décorateur, peut-être aussi un artisan, on ne sait pas parce que c'est anonyme, a copié les motifs du catalogue d'ornements en mastic-pierre que je vous ai présenté assez longuement, celui de Benat. Donc vous voyez à droite sa commande, demandée à Paris, etc. Il a recopié donc ces éléments. On voit que c'est un praticien qui sait bien dessiner. Et alors, probablement, n'avait-il pas ces planches de catalogue. Et on voit qu'à partir de là, il a imaginé, vous voyez ses feuilles sur la droite, en bas à droite, une composition, et que dans cette composition, il copie finalement les planches d'assemblage qui sont dans le catalogue Benoît, mais aussi il s'en éloigne, comme ici, dans le dessin qui est en haut à droite. Vous voyez qu'il reprend l'idée générale de la pièce, mais il finalement transforme la niche centrale en une porte, et sur les panneaux latéraux, il retient finalement les guirlandes de fruits et il enlève certains motifs. Si l'on observe maintenant comment ces éléments sont présentés dans les catalogues et comment ils sont employés par les différents praticiens dans les édifices, on va voir qu'il y a des variations qui sont très importantes. Dans le cas des cariatides, par exemple, on voit qu'elles sont utilisées dans différents types d'édifices et dans des endroits assez différents. Vous voyez dans des maisons de ville ou dans des maisons de campagne. Vous voyez tantôt comme encadrement de fenêtres, tantôt comme support de loggia, parfois à l'étage noble, parfois au deuxième étage. On a des exemples où elles sont en grand nombre. Il y en a 12 dans la façade de la rue des Marchands à Toulouse. Il y en a 4 comme dans l'original, la tribune du Louvre, mais parfois on en trouve 3 ou 2. Et vous voyez aussi que l'entablement original, c'est-à-dire la partie qui couronne les cariatides,
est tantôt conforme à l'original, tantôt on lui substitue, comme à droite, un décor qui n'a rien à voir avec l'original, ou encore ici, toujours dans cet immeuble de la rue des Marchands, vous voyez que la partie horizontale, le linteau, l'entablement, est différent de celui qui est présenté dans le catalogue des fabricants. On observe la même chose pour d'autres éléments, évidemment. Dans le cas des frises, que vous voyez ici, la variation vient soit de la terminaison des frises, la manière dont elles se terminent, soit éventuellement de motifs qui peuvent en marquer l'axe. Motifs qu'on va trouver au-dessus des fenêtres ou au-dessus des pilastres. Alors là, dans le cas de la terminaison des frises, vous voyez qu'en haut à gauche, on a une frise qui s'arrête comme dans le catalogue, c'est-à-dire sur une demi-palmette. Mais vous voyez en haut à droite que la terminaison, finalement, est différente. Finalement, le consommateur, celui qui a commandé finalement ces ornements, a ajouté un motif spécifique. Et vous voyez qu'il correspond finalement assez mal à cette frise, ce motif qui a été ajouté. C'est le cas dans d'autres exemples. Vous le voyez aussi dans l'image qui est en bas à gauche. La frise se termine par un élément qui vient assez mal s'articuler avec l'élément qui est coupé par la moitié. L'exemple aussi qui est en bas à droite est assez amusant parce que finalement cette frise est devenue un motif un peu étrange puisque la frise n'a plus qu'un seul panneau, elle est entourée de deux éléments différents. Ici, donc, comme je vous le disais, dans les frises, on trouve aussi des éléments qui marquent le centre, soit pour marquer, comme on le voit au milieu, un pilastre, ou pour marquer le dessus d'une fenêtre. Donc on va avoir des éléments qui sont des éléments qui amènent de la variation dans la frise. Et vous voyez ici qu'on a à nouveau des motifs qui, finalement, s'adaptent pas toujours très parfaitement aux frises, notamment regardez l'image qui se situe au centre en haut. Vous voyez qu'il y a une tête de lion qui est incluse dans cette frise. Et cette tête de lion, elle a l'air d'être un peu trop débordante par rapport finalement au bas-relief assez plat de la frise. Elle a l'air de ne pas non plus avoir la bonne hauteur. Alors, il y a un effet de collage, on peut se demander s'il était voulu. On a plutôt le sentiment que les utilisateurs, donc les entrepreneurs, les architectes, les propriétaires, maîtrisent assez mal finalement ces règles et ces principes de décoration. En principe, toujours dans la décoration, la taille des ornements, leur débord, le débord c'est un élément très important dans l'ornement, tout ça devait être relatif à la grandeur de l'édifice et aussi bien sûr à la distance d'où, en principe, vous le savez, le spectateur devait voir ces ornements. C'était très important. Ici, évidemment, on a l'impression que tout ça est très mal maîtrisé. On voit ici aussi des frises. Vous regardez sur la partie gauche de l'image, qui sont les mêmes. Vous voyez, finalement, ce sont les mêmes ornements à peu près, tantôt utilisés horizontalement, tantôt utilisés verticalement. Et ici, vous voyez un motif assez classique, un motif de griffon qui s'affronte de part et d'autre d'un vase, inspiré donc d'une frise du temple d'Antonin et Faustine à Rome. Donc je vous ai mis finalement le relevé de cette frise sous forme d'aquarelle. Vous voyez que dans le groupe sculpté, en bas, ça devient un objet assez étonnant. Les rinceaux ont été remplacés par des têtes de Gorgone et de Bacchus. On voit bien que finalement les utilisateurs maîtrisent assez mal la signification des motifs, en particulier de tous ces motifs que l'architecte Augustin d'Avillers au XVIIe siècle appelait des ornements significatifs, au fond des ornements qui portent un sens. C'est-à-dire toutes ces figures, soit allégoriques, soit historiques, qui contribuaient en principe à expliquer la destination d'un édifice. On voit là, à travers ces exemples, que finalement, on pourrait multiplier d'ailleurs tous ces exemples,
que les effets résident désormais finalement dans les combinaisons et dans les collages de ces ornements. Ici, vous avez donc l'exemple de ces produits de terre cuite de la fabrique Virban qui vont proposer à partir des années 1840 des décors inspirés d'édifices de la Renaissance ou du Moyen Âge, décors qu'ils vont à nouveau découper et coller. Il faut ici noter qu'à partir des années 1840, les curés, les chanoines, les fabriques des églises vont devenir, avec les propriétaires et les maîtres d'œuvre dont on a parlé, les principaux consommateurs d'ornements en série. Le répertoire très important d'ornements religieux qu'on trouve dans ces catalogues de fabricants le montre. Ces commanditaires religieux sont très fortement encouragés par les archéologues chrétiens. Ces derniers sont non seulement ouverts aux ornements en série, à ces ornements mécaniques, mais ils sont même souvent à l'origine des répertoires des fabricants. Je l'ai observé de près dans ces exemples toulousains, mais c'est vrai pour différents archéologues. L'archéologue assez célèbre qui s'appelait donc Adolphe Napoléon Diderot, qui militait pour le développement de la religion par la construction des églises et par le développement de l'art industriel, avait lui-même fondé une fabrique qui était une fabrique de vitraux, mais sa société, dans les années donc 1849, proposait, je cite, la fabrication de tous les objets qui concernent la construction, la réparation, l'ameublement et l'ornementation des églises. Et sa revue assez célèbre, qui s'appelait les Annales archéologiques, servait de plaque de diffusion de toutes sortes d'ornements industriels. Il appelait ça l'ecclésiologie industrielle. Et il revendait en particulier ces ornements en terre cuite que vous voyez ici de ces fabricants toulousains. Donc les tenants de l'archéologie chrétienne étaient très favorables à ces produits et même ils étaient très favorables à la prise d'empreintes directes sur des monuments existants, donc des édifices du Moyen Âge. Arcis de Caumont souhaitait que les moulages sur nature d'édifices romans et gothiques qui étaient exposés, vous savez, dans ces expositions industrielles qui avaient lieu chaque année donc, à Paris, soient, je le cite, immédiatement placés dans les églises. Et l'archéologue toulousain Alexandre Dumège, dont le but était de faire connaître l'architecture chrétienne, mais l'architecture chrétienne méridionale, écrivait au curé de Condom, dans le Gers, en 1843, alors qu'il s'agit de l'art chrétien, d'architecture ou de sculpture du Moyen-Âge, il ne faut pas inventer, quel que soit le talent qu'on possède, il faut seulement copier. Et il suggérait à ce curé de réaliser la fermeture du chœur de l'église qu'il était en train de construire, donc de Condom, à partir de moulages directs de la clôture de la cathédrale Sainte-Cécile d'Albi. Les moulages donc servent directement à la restauration et à la construction des églises contemporaines. Ici, vous voyez un groupe sculpté qui a été justement, un groupe moulé qui a été moulé justement à la demande de cet archéologue Alexandre Dumège sur un groupe qui est situé dans la chapelle du Saint-Sépulcre du château de Biron, en étant Dordogne. C'est un moulage que Diderot voulait voir acquérir par l'école des Beaux-Arts, qui était considéré comme un exploit technique à l'époque, parce que assez grand. Et ce moulage, vous voyez que là, les fabricants proposent dans leur catalogue relativement comparable à l'original, en entier, eh bien, ils vont se livrer à toutes sortes de manipulations à partir de cet élément. Ils vont découper tous les personnages que vous voyez là, mais aussi tous les bas-reliefs. Ils vont les vendre séparément. Ils vont les associer à d'autres fragments, si bien qu'on va retrouver des fragments de ce décor sur certaines façades toulousaines. On verra des façades toulousaines dans lesquelles on aura un mixte
de ces moulages sur nature provenant ici de ce château de Biron, mais aussi d'hôtels de la Renaissance connus comme l'hôtel de Bernuy, l'hôtel d'Acézat ou l'hôtel du Vieux Raisin. Alors, je vais en venir un peu à la conclusion, en tout cas essayer de revenir à travers une conclusion peut-être un peu longue sur les thèmes qu'on a abordés au début de cette intervention, dans l'introduction de ce cours, à propos en particulier de la nouveauté de ces ornements. On voit que ces ornements ne sont pas nouveaux parce qu'ils sont des contrefaçons ou parce qu'ils seraient inauthentiques par rapport à des ornements authentiques qui seraient en pierre ou qui seraient produits de manière artisanale. La contrefaçon, la reproduction sont des pratiques anciennes au XVIIIe siècle déjà, et depuis bien plus longtemps encore, il existait une culture, et on pourrait même dire à cette époque un goût et une fascination pour le faux, pour le factice. Bien sûr, il suffit de songer à tous les faux marbres dont les aristocrates décoraient leur palais. Donc cette question du faux, ça n'est pas véritablement ce qui fait la nouveauté de ces produits. La nouveauté ne se situe pas non plus dans le mode de production, parce que mouler des ornements en série, c'était une vieille pratique. La division du travail qui en découle, finalement, n'a rien à voir, vous le voyez, avec la division du travail qui touche certaines industries. On ne peut pas parler de travail à la chaîne. Les artisans effectuent finalement un travail qui ne devait pas être si différent de ce qu'on effectuait dans les ateliers des peintres et des sculpteurs. Vous savez que dans les ateliers des peintres et des sculpteurs, à l'époque classique, il existait déjà, notamment les grands ateliers, une division du travail. On dit que certains peintres peignaient les mains, d'autres les visages, et dans les ateliers de sculpture, il y avait bien sûr des mouleurs. On voit que cette opposition entre l'artisanal et le mécanique a été certainement un peu forcée, et il est intéressant de poser la question en réalité, de se demander qu'est-ce qui est vraiment de l'ordre artisanal et qu'est-ce qui est de l'ordre du mécanique, de la reproduction. Alors, mécanique, pas uniquement dans le sens de produit, vous le voyez, par une machine. Dans ce cas-là, les ornements ne sont pas produits par des machines. Mécaniques dans le sens de reproduire à l'identique, machinalement, on pourrait dire. Donc, on voit que quand on rentre dans le détail de cette production, cette division des tâches, finalement, rend assez mal compte des interactions qu'il y a entre les différentes opérations. On voit aussi que le travail de conception n'est pas si machinal, dans le sens que l'on pourrait croire. D'accord, les éléments sont copiés, c'est clair, ils sont copiés, on l'a vu sur d'autres catalogues, sur des recueils savants, etc. Mais vous voyez qu'ils sont fragmentés, ils sont découpés, ils sont agrandis, ils sont réduits, ils sont collés. Et on voit que si ces décors produits en série imposent évidemment du coup des formes et des dimensions, ils suggèrent, et suggèrent aussi des modes d'assemblage, ils sont combinés souvent suivant des manières assez étonnantes, comme je vous ai montré. Il témoigne d'une connaissance approximative finalement du langage de l'ornement, de ceux qui employaient l'ornement, mais finalement, au-delà de ça, peut-être plus intéressant à remarquer, plus intéressant que finalement leur connaissance approximative de l'ornement, c'est aussi qu'au fond, ça témoigne des différents goûts de l'ornement. Il y a, comme on le voit, différentes cultures de l'ornement, et notamment des cultures assez populaires finalement de l'ornement. Il y a, comme on le voit, un écart important entre les dessins qui sont réunis dans les recueils commerciaux et les ornements tels qui décorent les façades. Alors, je vous ai fait la démonstration pour des ornements en terre cuite, mais la décoration peut être faite aussi pour des éléments moulés en fonte. Ici, vous avez donc des décors de grilles. Vous remarquez le barreau donc, de ces décors de grilles de rambarde, de garde-corps plus exactement. Donc vous voyez le même barreau. Tantôt, il va être couronné par une frise
décorés de feuilles de vigne donc, et de grappes de raisin, tantôt par une grappe. Et vous voyez que ce même décor est utilisé ici pour un garde-corps ou finalement pour clore une fenêtre au-dessus d'une porte. Donc on pourrait très certainement trouver les mêmes manipulations, même collage, même assemblage avec d'autres éléments produits en série. Ici, vous voyez pour ce lambrequin, c'est le même élément qu'on retrouve sur les 3 lambrequins, à chaque fois différent, parce qu'en fait, il a été agrandi ou il a été redécoupé, mais c'est le même élément et on a finalement 3 éléments relativement différents. Donc, au fond, le changement, la variété, la liberté, l'invention et je dirais même l'imperfection, qui étaient des notions chères à Ruskin, ne sont pas totalement absents de ces ornements. Ce qui est sûr, c'est que l'effet de ces ornements ne réside plus dans la qualité des surfaces travaillées, dans le mode d'exécution. Il est sûr que dans ces ornements en série, comme le disait Ruskin, on ne va pas déceler la personnalité de l'ouvrier qui les façonne, mais en revanche, on décèle la personnalité de celui qui les utilise. Cette maladresse que j'ai soulignée dans les différents exemples, ce manque de culture, on pourrait dire, de manière péjorative, ou de manière un peu moins péjorative, cette culture populaire des usagers, se lit clairement dans ces différents ornements. Vous voyez que quant à la position de Gideon que j'évoquais autour de la question de la mécanisation serait neutre, selon Gideon. On en voit les limites. C'est évident que la mécanisation n'est pas neutre. Les ornements de style empire mécanisé ne sont pas du tout de simples imitations des motifs anciens. Même s'ils sont exactement la même forme, ce ne sont pas du tout les mêmes éléments. Vous voyez qu'ils sont associés de manière complètement nouvelle, et puis le fait qu'ils gagnent finalement des édifices qui en étaient dépourvus change complètement finalement la nature de ces ornements. Donc cette idée d'une mécanisation neutre est une idée qui aujourd'hui nous semble étrange. Autour de la question qui avait été évoquée de la perte de langage, qui était dénoncée par Quatremer de Quincy. Donc ça, c'est vraiment un leitmotiv qu'on voit à partir de la fin du XVIIIe siècle jusqu'à la fin du XIXe siècle. Ce n'est pas non plus, à mon sens, une nouveauté au début du XIXe siècle. On remarque, quand on étudie donc l'histoire de l'ornement, que cette dénonciation, en fait, advient très tôt. Jacques-François Blondel, mais je pourrais citer certainement d'autres exemples avant, qui est un théoricien du milieu du XVIIIe siècle, dénonçait déjà en 1760, je le cite, « l'architecture surchargée d'attributs, sans choix, sans convenance ». En principe, on l'a dit, les ornements devaient s'adapter aux convenances sociales, mais évidemment, il y avait beaucoup de décorateurs, beaucoup d'architectes qui s'en affranchissaient. En principe, dans l'architecture, l'absence d'ornement, et je crois que la conférence d'Alexandre Gady l'a assez bien montré, l'absence d'ornement était un moyen d'embellir, pouvait être un moyen d'embellir l'architecture. Comme la présence d'ornement, certains édifices, par leur destination, demandaient une absence d'ornement, par exemple une prison ou un autre type d'édifice. Mais évidemment, cette question n'était pas traitée de la même manière par les différents constructeurs. En revanche, ce qui semble bouleverser profondément l'architecture, c'est la réduction de l'écart entre les édifices publics et les édifices privés. À Toulouse, les ornements en série sont presque exclusivement utilisés, je vous l'ai dit, dans des bâtiments privés, des bâtiments ordinaires, et les monuments publics, en revanche, sont décorés d'ornements en pierre. Alors pourquoi ? Probablement parce que la pierre était un matériau plus noble, considéré comme plus durable, et donc elle était réservée aux édifices publics.
Le problème, c'est que comme à Toulouse, on n'avait pas de pierre, on devait la faire venir de loin, et bien malgré tout, dans les bâtiments publics, la pierre était utilisée avec une certaine sobriété. Ce qui fait que dès les années 1835, vous voyez c'est assez tôt, 1835, dans la Gazette du Languedoc, qui était un quotidien local, on reprochait aux édifices publics de n'être pas identifiables par rapport aux édifices privés. Et vous voyez ce qu'on écrivait: parcourez la ville et voyez, ce qui devrait avoir le caractère le plus noble, le plus grand, n'offre au regard qu'un édifice mesquin, et si l'on cherche le palais où se rendent les oracles de la justice, on ne rencontrera qu'un hôtel qui ne conviendrait pas même à l'un de nos banquiers. Les édifices nobles, donc là il fait référence au palais de justice, lui semble mesquin, c'est le terme qu'il utilise, comparable finalement à l'hôtel d'un propriétaire qui ne serait même pas un banquier. Et je vous montre ici le palais de justice dont il parle. Donc c'est le bâtiment que vous voyez sur la gauche. C'est un palais de justice, je crois qu'il est construit en 1800, autour des années 1830. Vous voyez, il est en briques. Donc les ornements que vous voyez couleur brique, ce sont des ornements qui sont taillés, qui ne sont pas moulés. Dans la région toulousaine, en fait, les ornements étaient produits avant le développement du moulage, en grande partie par la taille de la brique. La taille de la brique, ça voulait dire qu'on taillait la brique comme la pierre. C'est une technique qu'on utilisait aussi en Toscane ou dans le sud de l'Angleterre, qui n'est pas très connue en France, mais qui était très répandue à Toulouse. Donc on laissait donc les briques de forme géométrique dépassée et on venait les tailler un peu à la manière des pierres. Donc vous voyez les modénatures couleur terre cuite donc, sont en briques taillées et vous voyez la pierre utilisée pour l'encadrement de la porte. Donc c'est vrai, une pierre relativement modeste. Et quand on compare le palais de justice que vous voyez donc à gauche avec la maison Lamotte, qui est construite par l'architecte Urbain Vitry aux alentours des années 1830, qui est sur la place de la Trinité à Toulouse, il est vrai qu'on a le sentiment d'avoir un bâtiment à droite qui est beaucoup plus décoré, plus riche que ce bâtiment public. C'est ce que nous dit finalement ce journaliste, en tout cas en 1835. Et je vous montre aussi un autre bâtiment public, qui est la Bourse et le tribunal de commerce toulousain à gauche, qui est aussi décoré d'éléments en pierre, vous le voyez, qui sont blancs, comparé donc à la fameuse maison aux cariatides. C'est vrai qu'on a du mal à se repérer entre des différents matériaux, terre cuite, pierre, et que finalement cette maison de particulier, cet immeuble qui était loué, apparaît comme plus monumental que ce bâtiment nouvellement construit à Toulouse aussi dans les années 30. Donc l'architecture de l'habitat du XIXe siècle, malgré son aspect luxueux, bon, évidemment, ne se confond pas avec le monument, parce qu'il n'y a pas que le décor qui fait le monument, il y a aussi l'échelle, mais on voit quand même que son luxe ornemental ébranle les repères qu'il y avait entre monument et édifices courants. Et le problème, il est à venir, c'est-à-dire que si les édifices privés ressemblent à des monuments, alors comment repérer ce qui est un monument dans la ville, ce qui est public pour la collectivité, de ce qui ne l'est pas? C'est la grande question qui va parcourir l'architecture. Donc l'ornement au milieu du XIXe siècle, il perd à la fois sa fonction de langage et de marqueur social, et la question qui va se poser dans les cours suivants, c'est dès lors de définir son nouveau statut. C'est la grande question qui va courir pendant tout le XIXe et le XXe siècle. Quelle place donner à l'ornement? Alors, les architectes rationalistes diront une place restreinte. Le plus important, c'est la structure. Les partisans de l'Art nouveau militeront au contraire pour une architecture entièrement basée sur un ornement qui veulent nouveau, qui s'inspire des formes naturelles. Et en 1908, Adolf Loos, donc cet architecte viennois, réclamera dans un article resté très célèbre dans la théorie de l'architecture, intitulé « Ornement et crime », il réclamera la suppression de l'ornement. Son article est publié, traduit et publié par Le Corbusier dans la revue L'Esprit Nouveau en 1920, et vous savez que cette formule « l'ornement est un crime » va devenir le slogan finalement des architectes du mouvement moderne. Donc,
une question, l'ornement, qui va devenir au centre des débats. Vous aurez l'occasion dans les cours suivants je pense, d'examiner ces différentes théories et réflexions sur l'ornement, notamment qui vont se développer après 1851. Moi, j'ai arrêté justement cette réflexion en 1851 au moment de l'exposition universelle de Londres, avec donc des théoriciens comme Gottfried Semper, que vous verrez sûrement dans le cours suivant. Pour finir, je dirais qu'aujourd'hui, je pense qu'on regarde quand même moins sévèrement ces ornements de masse, en tout cas ceux qui décorent les demeures courantes, qu'on ne le faisait donc dans les années d'après-guerre. Ce que Quatremer de Quincy et Viollet-le-Duc, par exemple, considéraient comme de la vulgarité, au fond, nous touche aujourd'hui. On peut dire que dans ces ornements moulés, finalement associés assez maladroitement, assez naïvement par les constructeurs, on apprécie finalement les imperfections, les défauts que Ruskin considérait à juste titre comme le signe de la vie et partant de là comme une source de beauté. Et j'ajouterais que le mauvais état finalement de ces décors commence à nous préoccuper. On aimerait bien que l'administration, les collectivités territoriales accordent autant d'attention à la restauration de ces moulages qu'au décor des édifices publics et des églises. Je vous remercie.